Bon, ben donc on va commencer. Bonjour à tous et toutes. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir donc, dans ce nouveau webinaire du Centre de recherche en données et intelligence géospatiale. Puis aujourd'hui, on a le très grand plaisir d'accueillir notre collègue Sayed Homayouni. Je le prononce bien, hein, Sayed, c'est correct? Oui, oui, Ouais, c'est beau. Donc, qui est professeur donc, à l'INRS et puis avec lequel on collabore sur plusieurs dossiers. Donc, Sayed va nous parler. Alors, même si ces transparences sont en anglais, il va nous parler en français. Donc, ce qui donne un maximum de chance aux gens qui ne parleraient qu'un des deux langages. Donc, sa présentation en anglais est Paradigm Shift in Satellite Earth Observation Analytics from Desktop to Cloud. Donc, Sayed, à toi. Je vous demanderai de garder les micros fermés pendant la présentation de Sayed, qui va durer à peu près demi-heure, 40 minutes maximum, puis on aura du temps après pour les questions. Ceux qui auraient des problèmes techniques, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, on les reprendra donc à la fin. Donc Sayed, écoute, à toi. merci. Merci beaucoup pour d'abord l'invitation et après d'introduction. En fait, je suis, comme Thierry a dit, je suis professeur en télédétection et géomatique environnementale. On fait beaucoup d'applications ici par rapport aux autres qui font beaucoup d'ingénierie développement. Mais je crois qu'on a beaucoup de similarités. Surtout moi-même, j'ai fait mon diplôme universitaire en génie géomatique après télédétection à Télécom Paris. Je travaillais 2-3 ans à Bordeaux sur la viticulture de précision, en fait, l'utilisation de télédétection hyperspectrale pour viticulture. Et après, on a décidé d'immigrer, venir ici au Québec. Et je travaillais avec l'équipe de recherche en télédétection Agriculture Canada, après l'Université d'Ottawa et finalement, je me trouve ici à Québec. Donc, j'ai plaisir de vous rencontrer virtuellement et peut-être plus tard en personne. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'un projet collaboratif à l'échelle nationale qu'on a fait depuis 2018-2017. Il y a deux parties. Il y a une première partie qui est vraiment l'aspect général de paradigme un peu nouveau dans la télédétection et deuxième partie sur l'exemple concret qu'on a fait sur la cartographie des zones humides. Donc voilà le titre. Donc comme j'ai mentionné, je vais faire deux parties en gros et on va voir l'exemple concret. Donc, comme vous savez, la télédétection, c'est vraiment une science et technologie très, très efficace. Et il y a un annoncé qui dit la plupart de nos connaissances modernes sur le système terrestre, c'est grâce à la télédétection. À peu près 80% de nos connaissances modernes, c'est grâce aux images, aux données de télédétection collectées par différentes plateformes, satellites, avions, drones, ou même dans le champ. Donc, c'est vraiment une technologie efficace qu'on peut utiliser pour la plupart des domaines et disciplines en géosciences. Donc, on peut appliquer pour étudier l'atmosphère, hydrosphère, lithosphère et bien sûr la partie vraiment dynamique de notre planète Terre qui est biosphère pour différentes raisons, agriculture, pour foresterie, pour des zones humides. Donc, c'est ça qui a plusieurs disciplines, plusieurs thématiques qui est vraiment important et montre où la télédétection et géomatique en niveau supérieur peut faire des choses intéressantes et importantes. Donc, juste comme introduction, peut-être vous connaissez le groupe On Earth Observation Information System. C'est un groupe assez grand mondialement. Ils ont défini différentes plateformes, différentes thématiques ou disciplines d'application. En bas, vous voyez 9 domaines d'application qui est vraiment bénéfique pour la société, désastres, santé, énergie, climat, l'eau, météo, écosystème, agriculture, biodiversité. Donc, c'est vraiment tout l'aspect de la planète qu'on a des défis actuellement et
toutes les technologies de télédétection pour nous aider pour trouver des solutions ou au moins fournir des informations précises et à jour en termes de données géospatiales. Donc, normalement, les capteurs de télédétection, ils sont capables de fournir plusieurs types d'informations. Vous savez, les capteurs, ils sont capables d'observer les informations spatiales, les informations spectrales ou polarimétriques quand on parle de radar, les informations radiométriques sur l'intensité de l'énergie et bien sûr les observations temporaires parce que c'est vraiment important. Notre planète est très dynamique, seconde à la seconde, ça change. Donc, c'est important et c'est très utile de l'observer, ce dynamisme. Et vous savez, il y a plusieurs agences spatiales américaines, canadiennes, européennes, français, même récemment les Chinois. Ils ont développé des outils qui sont capables de fournir des observations sur l'ensemble de la planète et bien sûr pour différents systèmes de notre Terre. Et ça nous permet de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour modéliser en fait les phénomènes géographiques, environnementaux dans notre écosystème. Ces données sont des caractéristiques très particulières. Déjà, on commence par le volume. Donc, vous savez, la Terre est très grande. Pour observer les phénomènes géographiques, on peut aller même plus dans le détail et ça augmente encore la taille de nos données. La rapidité d'observation sont vraiment quelque chose qui produit les données. Le courant de données, c'est vraiment important. La variété, on a plusieurs capteurs, plusieurs systèmes d'observation de la Terre. Et ça nous permet d'observer les différents aspects physiques, non physiques de notre planète. L'incertitude ou la caractéristique de précision des données sont quelque chose de très important. Donc, on a des données avec résolution très grossière, des résolutions très fines. Donc, ça demande différentes méthodologies, différentes approches d'archivage, de gestion. La visibilité et la valeur des données sont vraiment quelque chose qui est en ce moment important. En fait, la visibilité, ça traduit en accès ouvert aux données. Donc, avec le concept de données ouvertes, vous savez, NASA, Conseil géologique des États-Unis, ils ont déjà commencé, ça fait une dizaine d'années, de publier les données Landsat et après les autres satellites gratuitement. Et ça a un peu changé le paysage de télédétection. Il y a récemment, j'ai vu un article qui a étudié le nombre d'articles avant et après cette révolution. Et c'était vraiment intéressant de voir tous les étudiants, tous les chercheurs industriels académiques qui ont bénéficié de cette accessibilité gratuite aux données et faire des recherches et avancer la science. Et bien sûr, la valeur, ça vient de nos taxes parfois dans les systèmes nationaux et parfois avec les systèmes commerciaux quand même, il y a des coûts associés, mais c'est vraiment l'ensemble qu'on peut regarder ces 6 aspects importants de Big Data. Dans l'aspect de utilisation, comme vous voyez dans ce diapo, il y a 3 aspects technologiques et méthodologiques et l'application. Et vous voyez, on a toujours des défis. Pour certaines, on a trouvé des solutions. Pour l'autre, on est en train de faire. Et par contre, vous voyez ici, il y a 3 niveaux d'utilisateurs ou des experts qu'on a besoin. Par exemple, dans l'aspect technologie, on a besoin de travailler étroitement avec les ingénieurs en informatique, de sciences de données. L'aspect méthodologie, bien sûr, on peut collaborer encore avec les ingénieurs, les géomaticiens. Et pour l'application, c'est vraiment intéressant et important d'aller regarder les besoins de nos collègues dans différents départements, foresterie, géographie, biologie, sciences marines. Donc, c'est vraiment l'ensemble qu'on peut travailler pour
résoudre les défis et trouver les solutions pour ces problématiques. Donc, normalement, dans ce concept, on parle beaucoup de coupes de données. Et ces coupes de données, comme vous avez vu, il y a plusieurs aspects spatial, spectral, temporaire. Et tout ça nous donne un volume assez élevé de données à traiter. Donc, avec même les stations de travail, le classique ordinateur très puissant, on ne peut pas traiter cette amende de données, ce volume de données. Donc, il faut changer vers une plateforme et une stratégie de traitement plus efficace qui nous permette d'extraire les informations qu'on a besoin. Donc, ici, vous voyez une diapo que j'utilise normalement dans mon cours d'introduction à la géomatique. Donc, en tant que géoscientiste, on a besoin de modéliser notre planète pour différentes raisons. Par exemple, premièrement, la Terre est très grande, donc on ne peut pas toucher, mais une fois on fait un modèle similaire, on peut faire beaucoup d'analyses. Deuxièmement, il y a des régions très loin, on ne peut pas aller dans le pôle Nord, pôle Sud, au milieu d'océan, au milieu de Sahara. Parfois, c'est très dangereux. Donc, vraiment, l'objectif de télédétection et géomatique est de fournir les informations géométriques, géographiques et les informations non géométriques, non géographiques. C'est tous les attributs. Et on peut les mettre comme dans le SIG, les couches, les 3 premières couches, ça va être les coordonnées géographiques, avec le concept de modèle numérique d'élévation, l'occupation de sol, même les cartes orthomosaïques base. Et après, on peut ajouter des couches comme humidité de sol, pH de sol, utilisation de sol, population, le revenu, tout ça. Et on va trouver l'ensemble dans une plateforme SIG numérique, bien sûr. Et à partir de là, on peut faire vraiment des applications variées pour répondre à différentes questions. Ici, vous voyez les chaînes de traitement que normalement on suit. On commence par observer notre planète, collecter les informations et après on va étape par étape éliminer les incertitudes, les erreurs. On va ajouter la valeur informative de données et à la fin, on va produire des connaissances qui nous permettent d'appliquer la gestion responsable, durable de nos ressources naturelles et protéger bien sûr la ressource pour la nouvelle génération. Donc tout ça, ça nous permet de faire notre tâche en tant qu'ingénieur géomatique et bien sûr aider la société. Donc traditionnellement, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la collecte de données par différents capteurs plateformes. On téléchargeait, on commençait après traitement et on fait tous les traitements, analyses sur notre ordinateur. Donc, à peu près 80% de notre temps était vraiment pour la préparation des données. Je me souviens quand j'étais étudiant en maîtrise, j'ai donné la bourse d'un mois pour acheter un CD et enregistrer une image de Landsat 5 de ma ville sur le CD. Et j'étais très attentif, je gardais le CD avec beaucoup d'attention parce que c'était important pour la thèse. Mais maintenant, avec 2 clics, vous pouvez télécharger des tonnes d'images et vous pouvez commencer votre analyse. Donc, c'est ça qui a changé un peu le paysage. Donc, vous voyez ici, en ce moment, on peut identifier 4 révolutions assez importantes dans le paysage de géomatique et de télédétection, le concept de données ouvertes, de codes ouverts, informatique à source ouverte, d'infonuagique et aussi, bien sûr, ce n'est pas apparent, c'était déjà là, intelligence artificielle et apprentissage automatique, mais grâce à l'ensemble de cette révolution, ça est devenu encore très efficace et utile pour toutes les applications, bien sûr pour la géomatique et la télédétection aussi. Donc, dans ce diapo, vous voyez à gauche une approche un peu classique de gestion de données en télédétection. Donc, ça, c'est la 2e génération. Après le CD et le disque dur classique, on a quand même une sorte d'information en nuage, mais
il n'y avait pas d'outil de traitement. C'était juste archivage. Donc, on était quand même obligé de télécharger les données sur les machines locales. On peut traiter les données. Mais maintenant, on a tous dans le nuage. Donc, on n'est pas obligé de télécharger les données comme données d'observation, mais on peut, comment dire, téléverser nos codes, on peut traiter les données dans le nuage et après, si on a besoin, on peut visualiser avec les outils comme cartographie web ou géovisualisation web, ou parfois, si on a besoin, on peut télécharger les produits finaux. Donc, c'est ça qu'on a changé un peu le paradigme. Donc, dans ce concept, on parle beaucoup de données prêtes à analyser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a appliqué plusieurs niveaux de pré-traitement radiométrique, atmosphérique, géométrique. On a fait des mosaïques et on a ajouté parfois des valeurs aux données. Par exemple, on a calculé les indices de végétation, indices d'humidité, indices par exemple, de différents paramètres comme chlorophylle dans l'eau, niveau d'algues dans l'eau. Et à la fin, on peut produire des séries chronologiques qui est vraiment important. Et toujours, c'est dans le concept de notre planète Terre très dynamique. Donc, on a besoin d'aller étudier dans le passé pour prévoir le futur et comprendre qu'est-ce qui s'est passé à notre planète. Ça nous permet de peut-être faire des réactions logiques responsables pour un peu contrôler le changement climatique ou un peu trouver des solutions résilientes à ce problématique. Donc, pour ça, il y a des solutions récentes, comme je vous ai mentionné, c'est la technologie assez récente, mais les produits sont déjà là. Donc, vous voyez le fameux Google Earth Engine, et après, c'est les produits comme Amazon, le site web de Copernicus Sentinel de l'agence européenne, compagnie canadienne, Catalyst, EO Factory. Tous ces outils sont disponibles et récemment, le dernier produit, c'est Microsoft Planetary Computer. C'est quelque chose de très similaire à Google Earth Engine, mais avec de potentiel de Microsoft Azure pour tous les calculs infonuagiques. Donc, c'est le temps de faire quelque chose pour toutes les problématiques qu'on a sur le planète. Donc, pour cette présentation, j'ai essayé de juste regarder ce qui existe. Probablement, vous connaissez Google Earth Engine, vous avez déjà utilisé, mais c'est juste une introduction assez rapide et après, je vais passer à la deuxième partie. Donc, comme vous savez, le Google Earth Engine, c'est un produit de calcul infonuagique par Google. Donc, c'est vraiment des serveurs très puissants à disposition de milieux académiques, publics aussi, avec beaucoup de données historiques de télédétection, mais bien sûr avec d'autres types de données spatiales ou non spatiales. Et tout ça, c'est à disposition de tout le monde pour faire une analyse géospatiale, analyse d'images assez rapide et à l'échelle planétaire. Donc, vous voyez ici la liste de satellites par NASA pour lesquels on a accès aux données et sont vraiment beaucoup, comme vous voyez ici, à peu près 103 octets de données par jour. On a aussi accès aux images, aux données des satellites européens. Et ça aussi, une autre source très importante à notre disposition. Donc, tout l'aspect de planète que vous pensez, on peut observer, analyser. Et après, c'est l'infrastructure informatique de Google. On ne sait pas pourquoi Google a fait ça, mais quand même, c'est quelque chose d'intéressant. Il a défini comme mission pour eux-mêmes de mettre à disposition de tout le monde et faire des analyses assez intéressantes. Et ça nous a aidé beaucoup parce que, comme vous savez, dans les universités, normalement, il y a des limites, des restrictions pour les ordinateurs très puissants, pour les logiciels, tout ça. Même maintenant, on a tous accès à ce genre d'infrastructure, même avec notre appareil téléphone, quand on voyage avec l'autobus
on peut lancer les calculs et on peut voir tout de suite les résultats. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a des applications de Google qui nous permettent de faire des codes, développer des algorithmes en utilisant JavaScript, Python. On a aussi d'autres, comme on dit, des applications tierces, on peut les appeler. On peut produire les applications particulières et on peut calculer comme on survolait. Donc, on peut tout de suite commencer à traiter nos données. Et ça, c'est très bien parce qu'on peut automatiser. C'est normal avec le langage informatique, mais ici, pour l'ensemble de planète, on peut analyser nos données. On n'a pas besoin de sauvegarder les résultats. Ça va être juste le calcul, les codes qui vont sauvegarder, mais à la fin, si vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez télécharger les données. Donc, ça répète le traitement assez rapidement. Donc, les types de tâches et fonctionnalités qui sont disponibles, vous voyez le niveau très bas de traitement d'image, le niveau un peu avancé et à la fin, visualisation, quand vous avez accès aux différents outils de géovisualisation, de graphiques, de diagrammes, tout ça sont vraiment faciles à produire. Donc, comme j'ai mentionné, ici, il y a un modèle de données très particulier. On parle de géométrie, comme des éléments très classiques dans le SIG, point, ligne, polygon, et après, on a des features qui sont ensemble de ces entités. Après, on a des images, plusieurs niveaux des images, on dit en anglais layer stack, de séries temporelles bien aligné correctement, atmosphériquement corrigé. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et vous voyez ici toutes les fonctionnalités qui sont disponibles pour différents types de traitements. Et vous voyez ici la liste de ressources qui sont disponibles, tous les services de Google comme Cloud Storage, après les Google Maps, Fusion Table, et bien sûr à la fin Google App Engine. Vous pouvez créer des applications, vous n'avez pas besoin de partager les codes avec votre partenaire, donc vous pouvez juste lui envoyer un lien, c'est un site web chez Google, mais les autres peuvent voir, le public peut voir juste les résultats. Et bien sûr, on a d'autres ressources qu'on peut intégrer dans notre plateforme de développement comme GitHub et les autres. Donc, je suis sûr que vous avez déjà joué un peu avec Google. Ça, c'est le API JavaScript. Donc, il y a plusieurs endroits pour ajouter des codes ou des appels de données. Donc, c'est quelque chose de très facile à utiliser. Il y a plein de documentation vidéo qu'on normalement on demande aux étudiants pour regarder, commencer. Il y a quelque chose de très intéressant avec Google Earth Engine, c'est le catalogue des données. Donc, avec quelques mots-clés, vous pouvez chercher toutes les informations qui sont toutes les données images qui sont déjà disponibles. Donc, comme vous voyez ici, avec un mode de réflectance, on peut trouver plein de produits déjà prêts à utiliser par NASA, par ESA. Et vous voyez ici, c'est la taxonomie des données Landsat, Sentinel, MODIS, même les données cartographie de type occupation de sol, canopée pour les forêts, les données météorologiques donc, sont vraiment intéressants et sont disponibles avec juste quelques clics. Et vous voyez ici, quand vous tapez dans le terme Data Catalog, toute la liste s'apparaît ici, même les données de très haute résolution MNO, MNT, les données, par exemple, de MNO, MNT canadiennes aussi sont là, des données inventaires de culture nationale sont là. Et vous pouvez ajouter aussi vos données. Vous pouvez enregistrer vos données sur votre disque Google Drive et l'appeler ici pour l'utiliser pour les traiter.
Il y a aussi l'application Google Explorer. Vous n'avez pas besoin de coder. Il y a quelques codes qui sont déjà là. Donc, vous pouvez juste ajouter vos données. Vous pouvez commencer à le traiter. Et l'application, comme j'ai mentionné, c'est bien parce que vous n'avez pas encore besoin de uploader des données ou lancer les codes. Ça, c'est les résultats de votre analyse. C'est juste un WebGIS qui est disponible pour partager les données. Il y a une liste d'avantages assez longue, donc j'ai essayé de lister quelques-uns très rapidement. C'est la rapidité de calcul, le système très stable à l'échelle mondiale, des données gratuites, des formats de structure des données assez faciles à comprendre et manipuler. L'aspect analyse série temporelle qui est vraiment important, des codes ouverts qui est disponible, soit en Python, soit en Java. Donc, c'est vraiment important. Et il y a une forte de communauté technique avec des forums, avec plein de sites web, de vidéos qui sont disponibles, même par Google, qui nous aident à résoudre les problèmes ou de trouver des solutions. Et ici, vous voyez quelques exemples qu'on a fait avec nos étudiants ici. C'est une cartographie pas des îlots de chaleur, mais la température de surface. Ça peut être convertir les îlots de chaleur facilement, mais c'est juste un exemple. Ici, on a fait quelque chose pour suivre un peu la végétation avec les différents indices de végétation. Comme j'ai mentionné, c'est une opportunité unique pour l'ensemble de planètes. Il y a des pays pas très, comment dire, riches en termes de ressources, donc peut-être pas acheter des ordinateurs puissants. Donc, ce genre d'applications, ça peut être bien servir aux pays en voie de développement avec le partage des données, les outils, ça peut être vraiment utile pour eux-mêmes. C'est un projet qu'on est en train de faire pour l'érosion, l'inondation au Madagascar. Donc, on a partagé plein de données avec eux pour facilement utiliser, traiter eux-mêmes. Voilà, ça c'était la première partie. Donc, je reste, si vous avez des questions, je reste à votre disposition et en même temps, je vais lancer l'autre PowerPoint. J'avais juste une petite question qui était dans le forum là, donc, de Mathieu Varin qui me disait, donc bonjour Sayed, selon toi, ces outils permettent-ils de faire de la fusion d'images pan-sharpening? En fait, il y a des algorithmes. J'ai vu récemment qu'il y a des algorithmes classiques de pan-sharpening, mais ça, bien sûr, ça dépend du type de données. On a des données Landsat de panchromatique 15 mètres et multispectral 30 mètres, et les données de Sentinel-1 sont déjà 10 mètres. Donc, à ce niveau, ça dépend de l'application, à mon avis. Est-ce qu'on a besoin vraiment de faire pan-sharpening? Mais bien sûr, il y a quelques algorithmes très basiques, classiques. Mais si on veut, par exemple, faire quelque chose à l'échelle nationale des grands pays, on peut faire avec comment dire, la librairie de Colab. Donc, on peut développer nous-mêmes des codes Python pour appliquer le pan-sharpening. Je vais te laisser aller avec ta deuxième partie. D'accord. OK. Donc, cette deuxième partie, en fait, c'est celui que j'ai mentionné, c'est le résultat de notre projet de collaboration avec différents partenaires, Ressources naturelles Canada, CICOR, l'Université Mémorial, Canari Limited. Donc, on a fait, je peux dire, 3 générations de cartes de milieux humides. On a commencé en 2017. Après, petit à petit, on a amélioré les résultats. Et vous savez, tous les efforts basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, c'est vraiment lié aux qualités des données d'entraînement et de validation qu'on a. Donc, on a
contacté plusieurs acteurs dans ce secteur de milieux humides. On a collecté pas mal de données et petit à petit, on a amélioré les résultats. Donc, le lead de ce projet, je peux dire, c'est mon ancien étudiant de doctorat, c'est Massoud, qui est maintenant prof associé ingénieur à SICOR, à Montréal. Donc, je commence par une définition, je crois, vous n'avez pas besoin, mais juste pour savoir c'est quoi les zones humides. Donc, vous savez, c'est un écosystème très riche et très particulier sur notre planète. Il y a des conditions d'état d'humidité temporaire ou périodique ou permanente qui est vraiment l'intersection de l'eau, terre et la végétation. Au niveau de la terre, parfois on a de sols nus, roches, avec le sol, différents niveaux d'humidité. Donc, c'est vraiment un écosystème très complexe et c'est au niveau pour les yeux de télédétection, c'est quelque chose comme objet d'intérêt vraiment intéressant. Et vous savez, on a plusieurs classes de zones humides. Par exemple, si vous voyez ici, on a des étangs, des marais, marécages, tourbières, de l'eau profonde, de l'eau pas très profonde. À côté de ça, on a des routes, des zones urbaines. Donc, c'est vraiment l'ensemble, ça produit quelque chose qui est intéressant et important à cartographie étudiée. Ici au Canada, on a commencé vraiment très longtemps de cartographier les zones humides. Il y a des protocoles standards pour ce faire. Il y a des systèmes de classification assez standards bien étudiés. Voilà. Donc, juste qu'il y a une animation qui ne fonctionne pas. Il y a quelques annoncés assez global. Vous savez, il y a à peu près 6% de surface de la Terre qui est couverte par les zones humides. Au Canada, on a à peu près 14%. Et malheureusement, à cause de différentes activités naturelles ou activités humaines, il y a des dégradations au niveau de ces zones humides. Et ils sont en train de changer leur rôle dans la nature. On sait que les zones humides sont les reines de notre planète, donc ça accumule l'eau, ça purifie l'eau et ça met dans le réseau hydrologique de notre paysage. Et maintenant, ils sont devenus une sorte de vitrine de changement climatique parce qu'il y a plein de paramètres qui sont causés par le changement climatique et les activités humaines qui sont visibles. Donc, joue un rôle très important dans comme j'ai mentionné, biodiversité, la nature de notre paysage. Et aussi, ils ont un rôle important dans le contrôle hydrologique de notre paysage. Ici, vous voyez, s'il y a une zone humide à côté de notre zone résidentielle, ça peut être une voie de dégager l'eau. Parfois, à cause de développement urbain, on a perdu cette possibilité. Aussi, ils ont un rôle comme touristique, un peu pédagogique, parce que ça nous permet comme utiliser comme zone de récréation. Donc, pour toutes ces raisons, la connaissance de la cartographie de ces zones sont très importantes. Comme j'ai mentionné, il y a des efforts nationaux à ce niveau pour produire ces cartes, mais à cause de complexité de cette couverture de sol, occupation de sol, on a toujours besoin de faire encore des efforts. Et bien sûr, la dynamisme de ce phénomène aussi, ça nécessite de répéter les efforts chaque année pour étudier un peu la dynamisme et la production, par exemple, des gaz à effet de serre par chaque de ces classes. Donc, comme je mentionnais, on a commencé depuis 70 ans minimum ici au Canada pour faire la cartographie par différentes technologies. Mais on sait que le Canada est assez grand, la taille de ce phénomène géographique c'est assez grande. Donc, les outils classiques, ça ne marche pas. Il faut aller vraiment utiliser les outils comme les outils de télédétection. Par contre, pour l'aspect de validation des résultats cartographiques ou
quand on parle des approches apprentissage automatique, on a besoin d'entraînement. Donc, on a besoin de collecter beaucoup de données. C'est pourquoi vous voyez ici la liste de partenaires et de sites qu'on a étudiés. La nécessité de ce type de cartographie est aux différents niveaux. Par exemple, au niveau très fin, urbain, provincial et national. Donc, à chaque niveau, on a besoin de différents types d'observation de la Terre et bien sûr, le volume des données, l'effort qu'on a besoin de harmoniser l'approche est différent. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'aller vraiment vers des données massives et intelligence artificielle. Et l'approche disponible ou les outils disponibles à l'époque étaient Google Earth Engine, mais maintenant, il y a plusieurs d'autres types. Et vous voyez ici comparer les approches un peu classiques desktop versus approche infonuagique. C'est vraiment une opportunité pour tout faire. Donc ici, vous voyez notre, comment dire en anglais, workflow, c'est l'approche qu'on a suivie. Donc, on a commencé à collecter et normaliser les données. Par exemple, quand on parle de données radar, il faut les normaliser. On a considéré l'époque très active, par exemple au début de l'été jusqu'à la fin de l'été pour avoir des images de bonne qualité. Et on a appliqué de différents types de normalisation, pré-traitement. Et à la fin, on a, vous voyez ici, j'ai mis des articles qu'on a publiés. Voilà. Donc, comme je mentionnais, on a utilisé le Google Earth Engine pour tous les avantages qu'il avait ou qu'il a pour nous. L'aspect de données multisources, c'était vraiment quelque chose qu'on a vraiment besoin pour cartographier des zones humides, des données topographiques, des données radar, des données optiques multitemporaires. C'était vraiment l'intérêt de l'utilisation de cette plateforme. Vous voyez ici la liste des données qu'on a utilisées et l'approche encore une fois. Donc, ça, c'était pour notre première carte en 2017. Et à l'époque, on était le premier, en fait, c'était la thèse de ce monsieur Massoud, qui a développé une approche de traitement ou analyse d'images à base d'objets. Donc, il a développé une approche segmentation, première étape et deuxième étape, classification par forêt aléatoire, random forest, donc est implanté dans Google Earth. Et plus tard, il y avait beaucoup de personnes qui ont utilisé cet algorithme et ça nous permettait de vraiment utiliser les différentes données et différents types d'observations et étudier l'importance de chaque donnée, par exemple, données d'indice de végétation, indice d'humidité, indice de topographie, et utiliser dans la classification de notre cartographie. Et vous voyez ici une sorte de résumé de précision de cette approche à base de pixels. On a comparé avec les approches classiques de forêt aléatoire et la version à base d'objets et différents scénarios, les données juste optiques, juste radar ou les combiner. Et comme vous voyez ici, on était arrivé à un bon niveau de précision à l'époque pour une cartographie de première fois à cette échelle provinciale. Et plus tard, et vous voyez ici, on a commencé de travailler avec les données de référence par Canard Illimité ou par différents partenaires. Et on a travaillé à l'échelle nationale. Donc, vous voyez ici la liste des données d'entraînement ou de référence qu'on a obtenues par différentes collaborations. Et on a travaillé dans différentes échelles, écozones et les zones administratives provinciales. Et cette troisième version de génération, c'est vraiment à l'échelle de l'écozone de Canada. Donc, vous connaissez bien sûr, les zones sont naturellement basées sur les bassins versants. Donc, c'est quelque chose qui est réaliste pour étudier ce genre de phénomène.
Ici, vous voyez la liste ou le nombre des images satellitaires qu'on a utilisées, optiques au radar. Par exemple, pour Québec, on a utilisé à peu près 1800 images radar et 13 ou 14 000 images sentinelles. Donc, non, pardon, ça c'était pour Nunavut. Pour Québec, c'était 2000 et 7000 images. Donc, vous voyez, vraiment, c'est le volume des données qui est pas possible ou impossible d'utiliser le serveur ou même la station de travail pour ce genre de cartographie. Et à partir de là, on a produit des cartes au niveau national. Vous voyez ici à gauche des différentes couvertures de sol aussi qui sont produites en parallèle. Et ça, c'est la deuxième génération. Comme j'ai mentionné, on a ajouté des données topographiques et données diverses. Je crois que pour la troisième génération, on a utilisé même plus de données, comme vous voyez ici en bas. On a utilisé les images de nuit pour un peu éviter les zones urbaines, les autoroutes, tout ça, et aussi les phénomènes environnementaux, les phénomènes topographiques aussi. On a ajouté comme aspect, comme pente, élévation. Donc, ça nous permet de séparer bien sûr les différentes classes. Et tout ça, ça nous permet d'avoir une cartographie vraiment au niveau national très précise et on est en train de répéter pour aller dans le passé et faire une analyse de changement pour voir comment les zones humides ont changé au cours du temps dans les dernières décennies. Et ça nous permet de un peu documenter l'effet de changement climatique. Et ici, vous voyez cette analyse qu'on a fait. En fait, ça, c'est pour les deux générations de cartes qu'on a fait, mais ça montre comment on a amélioré les procédures de classification, cartographie, d'occupation de sol. Et à partir de là, vous voyez différentes statistiques qu'on est capable de faire. Par exemple, les superficies individuelles pour chaque de ces classes, c'était pas très précis, c'était déjà existé par différents actionnaires partenaires, mais avec cette approche pour l'ensemble de pays, c'était quelque chose récent et nouveau qu'on a fait. Et les cartes individuelles, comme je mentionnais, pour différentes couvertures, donc comme les marais, marécages, les tourbières, donc on était capable de les fournir. Et voici, comme je mentionnais, les statistiques qu'on a produites. Oups. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, toujours. Très bien. Tu as juste perdu ta présentation. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive à PowerPoint. Il est planté. Donc, je vais trouver notre... Je crois que j'étais presque à la fin de ma présentation. Voilà. Donc, ici, c'est juste la liste des articles. Si vous êtes intéressé, je peux partager avec vous. Donc, pour chaque génération, on a publié un article. Et juste pour votre information, ça, c'est le monsieur Massoud Matian Paris et les partenaires qu'on avait. Juste pour votre information, parce que j'ai reçu cette question très, très souvent. Les données seront bientôt disponibles. Vous savez, l'administration, c'est parfois très compliqué ici au Canada parce que le contracteur, c'était les ressources naturelles Canada. Ils sont en train d'évaluer l'exactitude et précision de ces cartographies et ils sont en train de faire une procédure pour le mettre en portail données ouvertes au Canada. Donc, tout le monde aura accès pour télécharger et utiliser pour différentes applications. Donc, ça va arriver bientôt. Voilà, c'est ça. Un grand merci, Sayed, pour cette présentation qui couvre un spectre large. Hein. Oui, c'est ça. C'est excessivement intéressant. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Sayed?
Moi, j'ai une question. Vas-y. En fait, j'en ai plein de questions. Dans le fond, moi, je voulais savoir au niveau national, parce que c'est un produit national, après tout. Moi, ce n'est pas une crainte, ce n'est pas une critique. Ma question, c'est, à l'échelle nationale, il doit y avoir une hétérogénéité dans tes données. Il ne doit pas être uniforme partout. Je pense au modèle d'élévation dans la région nordique, par exemple, ça va être différent. Est-ce qu'il y a des impacts qui ont été décelés comme ça? Puis est-ce que, par exemple, dans la région nordique, on a un peu moins de certitude par rapport aux résultats? Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça que tu sais être un peu moins précis? Oui, exactement. En fait, je sautais sur le diapo qui montrait, peut-être tu peux repartager. En fait, quand on a fait l'évaluation, on a fait au niveau d'écozone. Et pour chaque écozone, bien sûr, comme tu viens de mentionner, les paramètres environnementaux, naturels, topographiques, tout ça, ça change. Et ça, c'est bien montré dans les résultats de classification. Et par contre, on peut dire l'effet de qualité donnée d'apprentissage, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, je suis en train de trouver aussi, j'arrive. Voilà, je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, ça, c'est les écozones. Donc, comme tu vois ici, il y a différents niveaux de précision et à notre avis, ça reflète bien vraiment cette diversité entre les données et bien sûr la qualité. La qualité de données qu'on a utilisée pour apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui joue un rôle important dans, tu sais, les approches, les algorithmes de classification sont vraiment basés aux qualités de données d'entraînement, de sites d'entraînement. Par contre, on a utilisé les données qui sont disponibles. On a essayé pour quelques sites d'aller collecter les données par drone, mais au Canada est très grand, l'échelle est très large, donc c'est vraiment difficile. Donc, on a produit une approche qui montre, par exemple, la fiabilité de chaque zone. Et on a essayé notre mieux pour montrer que l'approche en global marche. Mais si on veut l'améliorer, il faut vraiment améliorer la qualité des données. Harmoniser, par exemple, pour les images radar, on a essayé de normaliser l'effet d'incident. Pour la topographie au nord, on sait que ça change d'un côté de l'image à l'autre. Donc, on a essayé de normaliser ça. Pour les indices qu'on a utilisés comme NDVI, tout ça, on sait que c'est déjà un peu normalisé, mais quand même, on peut choisir les fenêtres temporelles bien précises pour un peu éliminer l'effet de saisonnier. Donc, on a fait tous les efforts, mais quand même, il y a encore le lieu de travailler, d'améliorer les approches ou les résultats. Parfait. Merci. Un petit peu en lien avec la question de Charles aussi, là, sur la précision des données. J'ai Adrienne Moffet ou Moffett, je ne sais pas si je prononce bien le nom, qui aimerait connaître la précision spatiale des données, notamment au nord du Québec. Et puis elle parle en fait de résolution métrique. En fait, la résolution spatiale de ces produits, c'est 10 mètres, parce qu'on a utilisé les 4 bandes visibles et proches infrarouges de Sentinel-2 qui sont déjà 10 mètres et on a rééchantillonné les images de Sentinel-1 qui est radar. Donc, la taille de pixels pour l'ensemble de pays, c'est 10 mètres, mais la précision thématique de cartographie, ça varie, comme j'ai mentionné, comme j'ai montré tout à l'heure, ça varie selon l'écozones de Canada. Donc, c'est entre 80 combien? 86 minimum jusqu'à 94. Donc, c'est vraiment, ça dépend combien de données d'entraînement on a utilisé, on avait à notre disposition pour utiliser ou des paramètres différents. Comme vous savez, les couvertures, l'occupation de sol, c'est quelque chose parfois très complexe, surtout dans ce milieu humide, le changement de niveau d'eau, tout ça, ça affecte le résultat. Si on
On est même, si on est dans le champ, on collecte les données maintenant. Peut-être à la fin de saison qu'on avait les images satellitaires, le niveau de change, donc la végétation dans l'eau, ça change. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi on a proposé un autre projet pour aller utiliser des images haute résolution de type Spot ou Planète ou Béliade pour vraiment cartographier à l'échelle locale parce que c'est à l'échelle locale qui est vraiment important pour beaucoup d'applications, pour foresterie, pour écosystème, pour biologie. Et ça nous permet d'utiliser ces cartographies comme base et travailler et concentrer juste aux zones locales. Ouais, ben, tu arrives exactement sur un des points où j'avais une question, moi, là, justement, c'est dans tout le pipeline que tu montrais, là, le workflow, c'était beaucoup de l'imagerie satellitaire. Là. Mentionné qu'il y avait eu quelques vols de drones, mais on comprend qu'effectivement, à l'étendue, à parcourir et couvrir, c'est difficilement jouable. Oui, c'est ça. Mais effectivement, avec une résolution de 10 mètres, je me demandais si les besoins d'une imagerie encore plus précise, notamment imagerie aérienne ou autre, pour des projets plus locaux, éventuellement, étaient requises. Là. Puis je me demandais même le potentiel, finalement, du LIDAR dans cette cartographie très précise des milieux humides. Parce qu'il y a un enjeu important là, que tu as rapidement évoqué, là, c'est celui des inondations et de se servir des zones humides comme zone de délestage, là, quelque part. Ouais. Donc, je pense que c'est dans ces cas-là, par exemple, très clairement qu'il y a des enjeux de connaissances très précises de ces zones humides et de cartographie de ces zones humides. Exactement. Oui, merci pour ce point très intéressant. Dans cette échelle, on a utilisé les données topographiques publiques disponibles comme données SRTM ou ASTER ou ici au Canada, des données ArcticDem. Par contre, au niveau provincial, bien sûr, c'est ça qu'on a prévu dans notre projet d'utiliser les données disponibles de LIDAR, donc comme forêt ouverte, et utiliser l'indice de topographique de humidité, quelque chose qui est très intéressant. Je crois qu'il y a plusieurs collègues ici au Québec qui ont déjà exploité cette feature et ce paramètre, mais en utilisant avec l'ensemble des données thermiques, données spectrales, radiométriques, même polarimétriques compactes qu'on va espérer avoir accès bientôt. Donc, ça nous permet d'aller à l'échelle vraiment fine pour cartographier ces endroits complexes. Ok. J'avais une question sur la disponibilité des données. Là, tu as mentionné donc, elles sont évaluées actuellement par Ressources naturelles Canada, puis qui visent à éventuellement les rendre disponibles sur le portail des données ouvertes du gouvernement du Canada. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elles visent aussi à les rendre disponibles sur Google Earth Engine directement? Parce que, quitte à utiliser ces technologies-là, il faudrait… Exactement. Oui, je crois une fois que les données sont ouvertes publiquement, ça peut être disponible aussi sur Google Earth Engine parce qu'ils sont déjà là. C'est juste qu'il faut publier le lien pour avoir accès comme la carte en voiture de culture ou d'autres types de données canadiennes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Mathieu Varin qui a la main levée. Mathieu, vas-y. Vous m'entendez? Oui. OK. Je vois pas mon… Est-ce que j'ai activé mon… OK. C'est bizarre. Bonjour. C'est une question à propos des classes, sous-classes des milieux humides. Est-ce que ça ressemblait à quoi la précision entre classes? Et c'était quoi les classes qui étaient les plus confondantes? En fait, oui, c'est une très bonne question. Personnellement, je ne suis pas expert vraiment dans l'aspect un peu géographique physique des zones humides, mais je crois attends, je vais trouver l'article. Mais je sais que le marécage, je crois, c'était le plus difficile parce que c'est les zones un peu particulières, en fait, le mélange de végétation, de l'eau, tout ça. Mais
je crois dans les articles, on a produire de précision par classe aussi. Donc, on peut voir quelle classe était très difficile. Oui, c'est ça. En effet, les marécages arborés, surtout, c'est probablement les plus difficiles là, parce que ça ressemble à la forêt. Mais je me disais peut-être avec le radar, il y avait une certaine information avec l'humidité du sol, peut-être. Mais clairement, le lidar là, aide beaucoup au niveau des cuvettes et des dépressions. Oui, c'est ça. Merci. On a un beau projet là aussi, bien sûr, la cartographie du sol là, sous couvert forestier. Là. Un enjeu important, et puis notamment pour retrouver le réseau hydro sous couvert forestier. Là, donc, je pense qu'il y a des enjeux conjoints entre ce que tu as présenté, Sayed. Est-ce que les travaux qui sont en cours, je pense aussi, Mathieu, tu préciseras, là, mais au CERFO, là, certainement. Là, donc, mais il y a des collègues de forêt, ministère de la forêt et des parcs, je crois qu'ils ont fait beaucoup de travaux récemment en utilisant les données LIDAR et de cartographie de sol, en fait, de sol milieu forêt. Donc, oui, il y a beaucoup d'efforts en train de faire. Nous, on pense peut-être on peut utiliser les données radar à bande L ou bande C. Il y a aussi le nouveau satellite américain qui est multifréquence, donc ça nous permet d'aller au-delà de végétation dans les forêts, voir le sol. Donc c'est vraiment… C'est ça, la multiplication des capteurs nous ouvre beaucoup de perspectives, puis ça va être beaucoup dans la fusion de toutes ces informations là, qu'il va y avoir du potentiel aussi. Le temps file, il nous reste 2 minutes. Je vois que Lisa a la main levée, donc ça va être, je pense, pas mal notre dernière question. Vas-y, Lisa. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais une question en ce qui concerne le Google Earth Engine, parce que je connais d'Allemagne, par exemple, quelques instituts qui hésitent à mettre leurs données sur Google Earth Engine et d'utiliser cette plateforme, et aussi des initiatives globales comme Open Data Cube qui visent un peu à établir des infrastructures open source. Est-ce que vous voyez aussi des problèmes de sécurité ou les besoins d'établir ces infrastructures indépendantes? En fait, c'est quelque chose vraiment, c'est politique de données. Hier, il y avait des forums d'utilisateurs de données RCM, de l'Agence spatiale canadienne, donc il y avait beaucoup de discussions. À mon avis, c'est les données qui appartient à tout le monde. Donc, on a utilisé les données de satellites européens pour cartographier la Terre canadienne. On a engagé les experts internationaux. Donc, c'est vraiment un aspect de un peu open partout. Donc, ces genres d'informations, peut-être il y a pour certaines applications, il y a un peu d'aspects importants de sécurité, de public, tout ça. Mais je crois pour les ressources naturelles, il y a moins d'inquiétude. Donc, peut-être la politique de données ouvertes, ça aide les citoyens à la recherche d'avancer et résoudre les problèmes liés au changement climatique. C'est mon avis. Merci beaucoup. Ouais. Je vais te remercier grandement, Sayed, pour ce très intéressant webinaire là, que tu nous as présenté. C'était parfait. Merci encore pour l'invitation. Ça a ouvert plein d'idées de collaboration future avec les membres du centre. Donc, bien sûr. Parfait. Donc, écoutez, bonne journée à tous. Puis merci beaucoup. L'enregistrement sera disponible très bientôt sur le site web du centre de recherche. Merci beaucoup. Merci. Salut Sayed.